suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'EMD pour cette journée dédiée à un enjeu crucial, les vulnérabilités et la résilience de nos systèmes de transport face au changement climatique. Irma, Katrina, Boris, Milton, Alex, Kirk, derrière cette succession de prénoms, des catastrophes naturelles hors normes. Nous savons que les éléments climatiques extrêmes se multiplient. Ouragans, cyclones, tempêtes s'intensifient avec des conséquences dramatiques sur nos vies. Nous gardons en tête les images terribles des inondations dans la vallée de la Vésubie ou plus récemment les crues à Valence avec les voitures encastrées, les effondrements de maisons, les routes défoncées. Projetons-nous en 2100 où la hausse des températures de 4 degrés va accélérer les épisodes de sécheresse, les fortes chutes de neige, les éboulements à répétition ou les méga-feux. Autant de phénomènes qui mettent à rude épreuve nos infrastructures de transport et perturbent gravement nos chaînes d'approvisionnement. Tous les systèmes de transport sont vulnérables, et particulièrement la route, principal vecteur de nos mobilités. À l'échelle nationale, à 2100, un grand nombre de voies routières structurantes et 240 km de voies ferrées seront menacées par la montée du niveau des mers et des océans. Ce sont les chiffres du CEREMA à l'échelle nationale. Dans 75 ans, l'équivalent de la surface d'un département français sera sous les eaux si rien n'est fait, engloutissant, détruisant bureaux et logements pour une valeur de 100 milliards d'euros. Certaines ruptures d'axes stratégiques s'avèrent dramatiques avec des conséquences humaines, économiques et logistiques majeures. Comment apporter les premiers secours? Comment déployer les matériels d'urgence si les routes sont détruites? Et comment reconstruire rapidement, en toute sécurité? Comment recréer du lien avec les territoires dévastés? Face à ces menaces, une question s'impose. Comment renforcer la résilience de nos systèmes de transport tout en minimisant les vulnérabilités? Cette journée vise à apporter des éléments de réponse et surtout à ouvrir le dialogue pour identifier des pistes d'action concrètes. Alors, je salue à ma droite Yann, bonjour Yann, qui va traduire avec ses crayons magiques la quintessence de nos échanges aujourd'hui. Pour la séquence d'ouverture du colloque, j'invite à me rejoindre à la tribune Antoine Séguré, président de l'Observatoire régional des transports en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Olivier Tessier, secrétaire général adjoint pour les affaires régionales à la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, bonjour monsieur, et Jean-Pierre Sérus, vice-président transport et mobilité durable à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est à vous Antoine. Merci Nathalie, monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire adjoint, merci de votre présence ici à mes côtés pour ouvrir cette séquence. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour cette journée consacrée à la résilience du système de transport face au changement climatique. Donc vaste sujet, journée intense et je compte vraiment sur votre participation et votre implication à tous pour échanger ce matin et puis pour participer dans des ateliers de travail un peu plus collaboratifs cet après-midi. Vous en avez l'habitude maintenant. Je veux remercier Johan Uri, je ne sais pas où il se cache pour l'organisation de cet événement et évidemment le MD qui nous accueille aujourd'hui dans ce bel amphi et dans ces beaux locaux. Donc merci à tous pour cette organisation. Tu l'as évoqué en introduction Nathalie, l'enjeu de la vulnérabilité et de la résilience du système de transport est un enjeu majeur, évidemment, sur l'ensemble du territoire national, mais également au cas particulier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis ravi de vous voir tous ici, acteurs du transport ou intéressés par la thématique, pour participer à nos travaux et animés par, je l'imagine, une volonté de réfléchir à comment rendre nos infrastructures et nos modes de transport à la fois plus durables et plus résistants, évidemment, aux défis climatiques qui nous frappent de plus en plus et de plus en plus fort et de plus en plus souvent. Je vous rappelle, si vous souhaitez évidemment participer aux travaux de l'ORT en dehors de ces colloques, que nous vous accueillons bien volontiers pour participer en tant que membre actif ou membre associé. N'hésitez pas, ce sera un plaisir de vous accueillir.
Aujourd'hui, donc, face à cette réalité incontestable du changement climatique, une journée de travail et de réflexion pour imaginer, réfléchir et évoquer des solutions adaptées à un système de transport pour le rendre à la fois plus résilient et plus durable, je le disais. Donc, une journée en 2 temps, vous en avez l'habitude. Une matinée de présentation, plutôt d'explication ou de définition d'un certain nombre de sujets, avec une attention particulière qui sera portée sur les infrastructures de transport, sur les enjeux essentiels de ces infrastructures pour les mettre en transition vers un système encore plus durable. Tous nos réseaux, qu'ils soient routiers, qu'ils soient ferrés, qu'ils soient maritimes, qu'ils soient aéroportuaires, sont en risque, peuvent être fragilisés par les événements climatiques. Et donc nous devons réfléchir aux stratégies qui nous permettront de renforcer leur capacité à résister à ces aléas. La question que nous nous poserons tout au long de cette journée, elle est simple à énoncer, elle n'est pas forcément simple à répondre. C'est comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on adapte nos infrastructures et comment est-ce qu'on se met rapidement en ordre de marche pour fonctionner après un événement perturbateur, un événement climatique qui peut effectivement avoir un impact puisqu'il sera malheureusement impacté. Ces systèmes de transport seront malheureusement impactés. Et donc il y a aussi la question de comment est-ce que derrière on arrive à réagir et à remettre en ordre de marche toutes ces infrastructures. L'après-midi, vous en avez l'habitude, sera plus participative. Nous travaillerons ensemble avec des ateliers qui seront consacrés à la résilience et à la planification écologique dans les transports. Et nous explorerons tous ensemble des scénarios ambitieux, mais je l'espère réalisables pour mettre en place cette transition écologique au cœur des systèmes de transport. Nous clôturerons la journée, là aussi, vous en avez l'habitude, par la présence d'un grand témoin. Et c'est André Breteau qui sera présent ce soir à nos côtés pour échanger avec nous sur cette thématique. J'espère que ces réflexions, ces échanges, ces actions que nous aurons toute la journée permettront d'exprimer et de travailler à cet enjeu collectif pour l'avenir de notre région, mais aussi plus largement pour la santé de notre planète et de ceux qui la peuplent. Le système de transport est, j'en suis convaincu, au cœur de notre économie et de notre société. Et donc c'est bien naturel qu'il est important de se préoccuper et de regarder tous, chacun dans nos rôles, à comment est-ce qu'on peut travailler pour l'améliorer et pour le rendre une fois encore plus durable et plus résilient. Je vous remercie en conclusion de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite de bons travaux. Je compte sur votre participation active, sur votre participation aux travaux de cet après-midi, sur votre écoute attentive et sur les échanges que nous aurons aussi au moment du déjeuner, puisque c'est toujours l'occasion de pouvoir échanger et discuter ensemble sur ces thématiques ou d'autres évidemment, puisque souvent les débats dépassent le seul cadre du programme de la journée qui, je le disais en introduction, est quand même riche. Donc merci encore pour votre présence, merci pour l'organisation et je passe donc la parole à Olivier Sgaradjoin pour nous introduire également cette journée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Antoine. Merci beaucoup de cette invitation au colloque annuel de l'ORT. Je suis très content de participer aujourd'hui, d'être là aujourd'hui. Je vois beaucoup de têtes connues, donc je suis très content d'être là avec vous. Je remercie en particulier Antoine Séguré pour son invitation et pour l'organisation de ce colloque. Je remercie également Johan Uri qui est la cheville ouvrière de ce colloque et de tant d'autres. Et je voudrais, pour donner quelques éléments d'actualité, revenir sur 2 derniers colloques organisés par l'ORT sur des sujets qui me permettront de donner quelques éléments d'actualité du préfet de région. Premier colloque ou séminaire ou journée d'experts que je voudrais rappeler, c'était celle sur les SERM, les fameux services express régionaux métropolitains, qui me paraissait, auquel je n'ai pas participé, mais j'ai suivi de près la préparation et les éléments qui ont été communiqués. Pourquoi je veux parler de ce sujet-là, de ce colloque-là, c'est qu'on va dans quelques jours, avec le conseil régional et le préfet de région, signer le contrat de plan État-région pour son volet mobilité, après quelques mois de négociations et de discussions. Le CPER va en effet va être signé et un volet important de ce CPER concerne le ferroviaire
Et dans le ferroviaire, les Serm sont mis à l'honneur, sont financés largement dans le cadre de ce CPER. Deuxième séminaire ou thème que je voulais rappeler, c'est celui de la transition écologique dans les transports et la planification écologique. Il y a quelques mois, l'ORT a fait un séminaire sur ce sujet-là, et il me semble important d'indiquer l'actualité pour le préfet de région, puisque la semaine prochaine, avec le président du conseil régional, le préfet va organiser la COP régionale sur la planification écologique. Alors on va embrasser tous les sujets de transition écologique, hein, pas seulement les transports évidemment, mais les transports aussi seront mis à l'honneur et seront largement évoqués dans cet événement. C'est le 11 décembre prochain. Vous êtes chaleureusement invités à participer à cet événement-là qui se tiendra au conseil régional. Alors, ça me permet de faire la transition avec le colloque du jour, hein, puisque la COP, c'est sur la transition écologique, avec deux volets. Un volet atténuation, c'est ce que vous avez évoqué dans le séminaire ORT il y a quelques mois. Et le volet du jour, c'est l'adaptation au changement climatique. Avec, moi, l'adaptation au changement climatique des infrastructures, je le prends dans un sens assez large, puisque je considère que c'est les aléas climatiques qui ont toujours existé et qui sont aujourd'hui exacerbés sous l'effet du changement climatique. Les risques naturels qui ont toujours existé aussi, qui ont des impacts sur les infrastructures et qui se trouvent également exacerbés par ce changement climatique. Donc c'est un thème finalement que les maîtres d'ouvrage ont adressé depuis longtemps, hein, cette question de résistance du système de transport et des infrastructures de transport aux aléas climatiques et aux risques naturels. Donc la présentation d'aujourd'hui va permettre de renouveler un peu la vision qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Quelques éléments par rapport à cette démarche régionale que je trouve intéressant à mettre en avant. Le premier point, c'est pour peut-être nos amis de la DGITEM de Paris, pour souligner l'événement vraiment fondateur dans la région. C'est la tempête Alex en 2020, hein, qui a eu des conséquences terribles en termes d'impact humain et sur les infrastructures. Et vraiment, je pense que ça a marqué les esprits dans la région sur la nécessité de réfléchir à long terme sur les systèmes de transport et sa résistance aux effets des risques naturels de manière générale. Deuxième élément que je voulais souligner sur la démarche, il me semble qu'elle est très participative ou collective en tout cas, puisque je comprends que sont associés à l'étude menée par l'État et le Conseil régional sur l'adaptation des infrastructures au changement climatique, de nombreux maîtres d'ouvrage de toute la région, des conseils départementaux, des autorités organisatrices des transports. Donc il me semble intéressant de souligner ce travail et cette démarche très collective, parce que c'est ensemble, collectivement, par les exemples des uns et des autres, qu'on peut progresser, me semble-t-il. Encore un point que je voulais souligner sur cette démarche, c'est son caractère innovant, me semble-t-il. Et les collègues de la DGITEM pourront nous en dire peut-être un peu plus là-dessus, puisqu'il me semble que la démarche régionale est relativement originale par rapport à ce qui se fait dans d'autres régions. Donc c'est très bien que la région soit en avance, c'est très bien que l'ORT fasse la démonstration, ou en tout cas mette à l'honneur ce type de démarche innovante. Et pour terminer, je voudrais donner quelques perspectives finalement des enseignements qu'on peut attendre de cette journée du côté de la préfecture de région. J'ai en tête en particulier un événement en 2030, les JO 2030, hein, que l'État, le Conseil régional, les collectivités vont devoir organiser à brève échéance. Et dans ce contexte-là, je pense que la question de la résistance des infrastructures de transport, la question de la desserte du cluster Briançonnais est une question qui finalement peut guider aussi un petit peu les réflexions, ou en tout cas ce qu'on va tirer des réflexions de la journée. Donc je voulais mettre ça un petit peu en perspective.
Et puis indiquer que nos collègues de la DIRMED, du CD05, de la SNCF seront en première ligne sur ce sujet. J'imagine qu'ils ont largement investi le sujet déjà. Certains d'entre eux pourront peut-être nous rapporter des retours d'expérience. Voilà, j'en termine avec ces mots d'introduction. Je vous remercie encore l'ORT pour son invitation et je vais suivre avec beaucoup d'attention les présentations et les débats de grande qualité de ce jour. Merci beaucoup. Merci Olivier Tessier. La parole est à Jean-Pierre Cérus. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci Antoine, merci Olivier pour ces mots d'introduction. Merci Nathalie pour cette animation. 4 petites choses extrêmement simples. Première chose, quelle importance nous attachons, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'ORT. Voilà. Je veux dire que sur ce sujet, sur les 2 que Olivier a rappelés, heureusement que cette instance existe pour que nous puissions échanger, pour que nous puissions co-construire ensemble un certain nombre de solutions à des questions que nous nous posons ensemble. Il y a d'autres cercles qui font qu'aujourd'hui, la région, au travers de ces fameux bassins de mobilité nés de la loi l'homme, est à la fois en contact avec les territoires et à la fois en contact avec l'ensemble des acteurs. Et l'ORT est un de ces lieux absolument privilégiés où nous travaillons ensemble et, encore une fois, nous cherchons ensemble des solutions. Deuxième chose, je voudrais porter un message politique. Ce n'est pas forcément la mode en ce moment, mais s'agissant du changement climatique, s'agissant de l'adaptation des systèmes de transport, de la résilience des systèmes de transport, il faut qu'il y ait un portage politique de ce sujet. La région, comme d'ailleurs l'ensemble de ces 946 communes, 52 intercommunalités, 6 départements, sont des collectivités avec des élus qui sont légitimement en charge de porter une position, une vision et des actions politiques. Il faut que celle de la région soit entendue. D'abord parce que nous couvrons ce grand territoire, ensuite parce que la nation a choisi de mettre au niveau de la région le chef de fila de, finalement, l'intermodalité et de l'organisation des mobilités. La position de la région, sa position politique, elle est extrêmement claire. Depuis maintenant 10 ans, depuis 2016, bientôt 10 ans, président Muselier, notre exécutif, nous avons souhaité que le plan climat soit la boussole essentielle de nos politiques publiques. Depuis 2016, nous avons construit autour de cette idée très simple, mais très volontariste, tout un ensemble de choses. Je vous rappelle qu'à l'époque, on ne se posait pas la question comment être résilient. Il y avait encore un débat sur est-ce qu'il y aura ou pas du changement climatique. Voilà. Alors, il faut voir qu'en 10 ans, évidemment, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la boussole essentielle des politiques, nous l'avons commencé il y a 10 ans. C'est donc pas un hasard, au titre de cette deuxième chose que je voulais vous dire, si très tôt, à partir du début des années 2020, au début de cette décennie, nous avons souhaité que la région dote l'ensemble des territoires d'une stratégie. Parce qu'il y a 2 questions sur lesquelles nous avons déjà tous répondu ensemble. 1, le changement climatique, je l'ai déjà dit. Il aura des impacts ici et plutôt plus forts. Tempête Alex, Aline, on peut les lister. Hein, donc on a les preuves de cette conviction. Deuxièmement, ça affectera nos systèmes de transport. Donc nous avons besoin d'une stratégie, parce qu'on a vu au moment de la tempête Alex, ce n'était pas un laboratoire, la tempête Alex, c'était d'abord un drame absolu. Mais il faut aussi le voir sous l'angle du laboratoire. Nous avons vu l'importance de la résilience des systèmes de mobilité et de transport. Hein, au début, les quelques premiers échanges au lendemain de la catastrophe, c'était des hélicos et c'était de la marche à pied. Hein. Il faut se rappeler ça, il faut avoir cette humilité. Hein. On a été capable de remettre très rapidement, en tout cas merci à tous ceux qui se sont occupés de ça, le système ferroviaire et le système routier a suivi. Donc voilà, je voulais vraiment porter cette idée extrêmement simple que ce sujet de l'adaptation
aux conséquences du changement climatique. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une politique parmi d'autres, c'est quelque chose d'absolument essentiel parce que le système de mobilité nous est indispensable, non seulement en termes de transition écologique et énergétique, mais il est absolument indispensable pour la qualité de vie des 5 millions d'habitants qui résident et des millions de visiteurs qui viennent. La qualité de vie, c'est aussi une ambition politique et également au développement des activités économiques, mais également culturelles, sportives. Vraiment, ceux qui ne sont pas encore allés dans la vallée de la Roya, n'hésitez pas à y aller et vous verrez que tous ces sujets aujourd'hui sont éclairés par le drame que nous avons vécu. Troisième chose que je voulais vous dire, c'est que la stratégie qui aujourd'hui a été délibérée en décembre 2022, pour être extrêmement simple, elle a commencé par le bon bout. La région a proposé à l'ensemble des acteurs, en s'appuyant en particulier sur les sachants, on s'appuie sur les grands services de l'État, les grands laboratoires, CEREMA, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer. La première des choses, c'est quand même de regarder à travers des études exactement de quoi il s'agit. Si intuitivement, on sent bien que ça va bastonner, qu'il faut se protéger et qu'il y aura sûrement des actions à mener, autant le faire de manière rigoureuse. Voilà. Service de la région, là aussi on avait anticipé en dotant nos services de spécialistes en capacité à échanger avec les autres. Nous avons, troisième message que je voulais vous porter, fait les choses dans le bon ordre. Voilà. Et aujourd'hui, ces études, on a un panel aujourd'hui d'opérateurs, d'autorités, ça traite du ferroviaire, ça traite du routier, ça traite du maritime, ça traite du fluvial, ça traite du pôle d'échange multimodal, ça traite du moment catastrophique, ça traite de tout ça, et nous travaillons pour définir quels sont les territoires, quels sont les éléments du système qui sont les plus vulnérables, et qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire. Et j'en viens au quatrième message, qui est l'essentiel, c'est que depuis la conviction, la vision, le portage politique, en passant par la nécessité de structurer et organiser les choses, évidemment, tout ça n'a qu'un seul but, c'est que nous ayons un plan d'action en commun. Voilà. Donc, le sujet qui actuellement occupe les services et les élus de la région en charge de ces sujets, c'est celui, d'ici 2026, d'être en capacité de construire avec l'ensemble des acteurs un véritable plan d'action sur les différents sujets. Sujets, évidemment, d'adaptation. Je vous donne un exemple. On a beaucoup plus d'emprunts sur les lignes ferroviaires qu'on en avait il y a 10 ans. Qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Et donc, il y a un siècle et demi au moment où on a conçu la ligne actuelle. Bon, ça a des répercussions quand vous avez des lignes électriques. Ça, c'est de l'adaptation. Il y a une adaptation qui est évidemment beaucoup plus rigoureuse. Je reste toujours dans le domaine du ferroviaire, qui est le premier sujet de dépense dans notre contrat de plan État-région, et pas que, il est également dans les investissements de la région, et je terminerai là-dessus. Vous imaginez bien que les ruissellements qu'on a pu absorber lors d'Alex, lors d'Aline, encore en 2024, octobre 2024, dans les Hautes-Alpes, ça amène un certain nombre d'actions pour protéger ces lignes. Voilà. Donc, vraiment, la priorité aujourd'hui, c'est que d'ici 2026, avec l'ensemble des acteurs, les services de la région préciseront les choses sur cette étude, nous soyons en mesure non seulement d'avoir un plan d'action, d'évaluer combien ça coûte et évidemment de voir qui peut contribuer. Je termine sur cette histoire de combien ça coûte. Excusez-moi, je suis un petit peu long, mais puisque toute la famille de la mobilité est réunie... En 1 minute 30 secondes. 30 secondes. C'est pas compliqué. Si les transports sont prioritaires, ça doit apparaître de manière budgétaire. Vous regardez aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de l'Europe, est-ce qu'au niveau du pays, est-ce qu'au niveau du département, est-ce qu'au niveau de l'intercommunalité, est-ce qu'au niveau de la commune, dans un contexte budgétaire très chahuté, quelle est la position des uns et des autres? La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est ce message que je voulais vous porter ce matin. On a décidé, malgré évidemment les agitations budgétaires, de complètement sanctuariser ces sujets. Sanctuarisation du fonctionnement, puisque nous sommes autorité organisatrice,
sanctuarisation de nos investissements, on est pied au plancher, et sanctuarisation aussi de, finalement, l'anticipation sur de nouvelles dépenses. Je vous rappelle qu'en 20 ans, si on regarde la période 2015-2035, nous aurons dû tous collectivement passer de la mobilité, et en particulier des masses transport comme le ferroviaire, et je parle aussi bien évidemment sur les voyageurs que sur le fret. On passait du retard infini en 2035, avoir rattrapé le retard et s'être adapté en particulier à ces évolutions du climat. Donc on a pas mal de boulot et heureusement qu'on peut compter les uns sur les autres. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre Cérus.